Bonjour, cette série d'exercices contient 4 exercices, 2 exercices sur l'électrostatique et 2 exercices sur l'électrocinétique. Commençons par l'exercice 1, trouver la capacité équivalente entre A et B pour la combinaison des condensateurs montrés sur cette figure. Toutes les valeurs qui sont indiquées des condensateurs sont en microfarad. Donc, on a C1 et C2 sont en parallèle. Donc, cet assemblage de C1 et C2 sont en série avec C3. Et de même pour C5 et C6, elles sont en parallèle. L'assemblage des deux est en série avec C4. Donc, ce groupement qui est en haut, elle est en parallèle avec ce groupement en bas. Donc, commençons par les deux condensateurs C1 et C2. Donc, elles sont en parallèle. Alors, avec C1 est égal à 1 microfarad, C2 est égal à 3 microfarad. Donc, leur capacité équivalente est égale à la somme des deux capacités, puisque la capacité équivalente des condensateurs qui sont montés en parallèle est toujours la somme de leur capacité. Donc, puisque C1 et C2 sont en parallèle, alors leur capacité équivalente qu'on dénote C12 sera égale à C1 plus C2. Donc, C1 plus 3, donc C4 microfarad. Donc, l'assemblage de C1 et C2. Pour l'assemblage de C5 et C6, c'est la même chose. Donc, elles sont montées en parallèle. Et puisqu'elles sont parallèles, alors la capacité équivalente des deux condensateurs ayant la capacité C5 et C6 sera la somme des deux. Donc, on dénote la capacité équivalente de ces deux condensateurs montés en parallèle C5-6. Donc, C5-6 sera égal à C5 plus C6. Donc, c'est 6 microfarad plus 2 microfarad, donc sera égal à 8 microfarad. Donc, on aura le schéma suivant en B avec ce condensateur ayant 4 microfarad, c'est C12, c'est le condensateur équivalent au montage en parallèle de C1 et C2 ayant une capacité équivalente C12 qui est 4 microfarad. Et de même, le condensateur ayant la capacité 8 microfarad dans ce montage et la capacité et un condensateur équivalent au montage en parallèle des deux condensateurs ayant la capacité C5 et C6 avec la capacité de condensateur équivalent et 8 microfarad. Donc, on a C3 ayant 4 microfarad. Donc, ce schéma-là, en B, est le schéma équivalent de A en remplaçant C1 et C2 avec C12 et C5 en parallèle avec C6 avec C5, 6. Donc, c'est le même schéma. Donc, on a C3, elle est montée en série avec C1, 2. Donc, ils sont en série. Donc, leur capacité équivalente, lorsque les condensateurs sont montés en série, leur capacité équivalente est donnée par l'inverse de la capacité équivalente est égale à la somme des inverses des deux condensateurs, des capacités des deux condensateurs qui sont montés en série. Donc, on suppose que C1, 2, 3 est la capacité équivalente des deux condensateurs qui sont montés en série. Alors, 1 sur C1, 2, 3 est égal à 1 sur
C12 plus 1 sur C3. Puisque C12 il a une valeur de 4, toujours en microfarad, donc 1 sur 4, donc avec l'unité c'est 1 sur microfarad, plus 1 sur C3 c'est 4 microfarad, donc 1 sur 4, donc la somme c'est 1 sur 2. Donc si on fait l'inverse, on trouve C1 de 3. Donc C1 de 3 sera égal à 2 microfarad. La même chose pour la deuxième partie qui est en bas dans le même schéma B. Donc on a C5, 6, elle est en série avec C4. Puisqu'elles sont en série, alors l'inverse de leur capacité équivalente sera à la somme des inverses de C4 et C5, 6. Donc 1 sur C4, 5, 6, qui est leur capacité équivalente, est égal à 1 sur C4 plus 1 sur C5, 6. Donc, puisque C4 c'est 8 microfarad et de même C5, 6, 8 microfarad, c'est 1 sur 8 plus 1 sur 8, c'est 1 sur 4. Donc on aura C4, 6, la capacité équivalente de ces deux-là, qui sont montées en série, est égale, donc si on fait l'inverse, est égal 4 microfarad. Finalement, le schéma devient comme celui dans C. Donc on remplace les deux condensateurs qui sont montés en série, C4, C3 plutôt et C12, avec un condensateur ayant une valeur de 2 microfarad, C1, 2, 3, et en remplaçant de même les deux condensateurs qui sont montés en série avec un condensateur ayant une capacité C4, 5, 6 qui est de l'ordre de 4 microfarad. Donc alors finalement on trouve deux condensateurs équivalents qui sont montés en parallèle. Donc pour calculer la capacité équivalente de ces deux condensateurs, donc elles sont en parallèle, donc la capacité équivalente est la somme des deux. Donc c'est 2 microfarad plus 4 microfarad pour donner la capacité équivalente. Donc la capacité c'est équivalente donnée au schéma D est égale à celle-là, donc la capacité de ce condensateur-là, c'est 1, 2, 3, plus la capacité de ce condensateur, c'est 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, c'est sa valeur c'est 2, plus c'est 4, 5, 6 qui est de l'ordre de 4, donc 2 plus 4 c'est 6 microfarad. Donc la capacité équivalente de ce montage-là est de l'ordre de 6 microfarad. Donc on peut remplacer tout ce montage-là par un seul condensateur ayant une capacité de 6 microfarad. Deuxième exercice, une charge ponctuelle ayant une charge moins de que est placée à l'axe O. Donc elle est sur l'axe O. L'axe des coordonnées. Donc l'axe des coordonnées Z, I, X. Donc au point O, X est égal à 0 et Z est égal à de même 0. Deux charges égales de valeur plus que, donc plus que, sont placées sur l'axe des X au point d'abscisse moins A et plus B. Donc à ce point-là, donc X est égal à moins A. Et à ce point B, X est égal à plus A. Déterminer le champ électrostatique sur l'axe OZ à un point M distant de Z de O. Donc la distance qui sépare O et M, c'est Z. Donc au point M, le champ électrostatique, E est la résultante des champs créés qui sont créés par Q,
la charge Q en B et la charge Q en A et moins 2Q en O. Donc l'axe OZ, donc il divise la charge en deux. Si on se pose cette charge Q moins 2Q et Q comme étant un ensemble de charges, on a OZ, il coupe cette charge-là en deux parties équivalentes. Donc, Q en B et la symétrie de Q en A par à travers cet axe OZ. Donc, par rapport à cet axe, ils sont symétriques. Q en A et Q en B. Et de même, cette charge qui est placée en haut, donc il passe, l'axe OZ passe par son centre, donc il divise en deux parties équivalentes qui sont symétriques par rapport à OZ. Donc la partie qui est entre O et B est la symétrique de la partie qui est entre O et A. Donc OZ est un axe de symétrie de la charge. Et de même, on va voir après que cet axe-là, OX, est de même, c'est un axe de symétrie. Donc il divise les charges en deux parties identiques. Donc il divise la charge Q, de même la charge en haut, et moins de Q en haut, et Q en A. Donc l'axe OX est un axe de même de symétrie, puisque les charges elles sont dans le plan. Lorsqu'on parle des charges qui sont dans l'espace, on parle de plan de symétrie. Alors dans ce cas-là, puisqu'on parle dans le plan, on parle de l'axe de symétrie. Donc OZ est un axe de symétrie. Donc la caractéristique d'un axe de symétrie, lorsqu'on trouve un axe de symétrie, toujours le champ résultant de ces charges appartient à l'axe de symétrie. Dans ce cas-là, l'axe de symétrie c'est OZ. Donc le champ électrostatique appartient à cet axe-là, OZ. Donc il sera dans ce sens ou dans ce sens. On va le calculer pour voir le sens de champ. Mais ce qu'on sait, c'est que la résultante E appartient à OZ. Donc il est porté par EZ. Donc le champ équivalent E sera égal à la norme de E portée par EZ. Donc on peut le voir directement, on a la charge en B, il crée un champ EB dans ce sens. Donc il a une composante suivant Z et une composante suivant X. Et de même, la symétrie, la charge symétrique par rapport à OQ crée un champ EA qui a une composante suivant Z dans le même sens que celle de EB et une composante suivant X qui est opposée à celle créée par EB. Donc celle de EB elle est dans ce sens-là et celle de EA elle est dans ce sens. Donc celle-là annule l'autre. Donc on trouve seulement la composante qui est suivant Z alors que ce champ créé par la charge moins de Q il est porté par EOZ. Donc la résultante E sera prise par OZ. Donc on a le champ électrostatique total sera égal au champ créé par la charge Q en A, qu'on a appelé EA, et de même EB qui est la charge qui est le champ créé par la charge Q en B, donc EB, plus EO, c'est le champ électrostatique créé par la charge moins 2Q en O. Toujours les champs créés au point M. Donc EA est égal à 1 sur, par définition, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge Q sur la distance, donc la charge CQ, sur la distance qui sépare le point A et le point M. Donc c'est AM au carré porté par un vecteur unitaire qu'on va prendre de le même sens. Donc le même sens que EA. Donc voilà le vecteur unitaire, elle est dans le même sens que le champ électrostatique EA.
De même, pour EB est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q sur la distance entre B et M à la puissance 2, donc Bm au carré, porté par un vecteur unitaire qu'on va prendre de même dans le même sens que EB. Donc les champs qui sont créés par Q, puisqu'il est positif, ils sont divergents, c'est-à-dire ils s'éloignent de la charge. Donc ils sont dans un sens qui est divergent de la charge, soit pas, donc ils sont toutes les deux positives. Alors pour le cas de la charge en haut, c'est moins 2Q, elle est négative, donc on doit avoir un champ qui est convergent, donc elle va vers la charge. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois moins 2Q, donc c'est moins 1 sur 4 pi epsilon 0 fois 2Q, sur la distance qui les sépare au carré, O et M. Donc OM au carré porté par EZ. Donc on va remplacer. Donc on a la distance AM est égale à BM. Donc cette distance A jusqu'à M est égale à B jusqu'à M. Donc si on applique le théorème de Pythagore, on aura BM au carré sera égal à cette distance c'est Z au carré plus cette distance c'est A au carré, donc on aura BM est égal à la racine carrée de Z carré plus A au carré. OM est égal à Z et on a le vecteur unitaire UA, c'est on fait la projection sur les deux axes OX et OZ, donc sera égal à cosinus alpha, cet angle là, donc cet angle alpha, donc sera celui-là et celui-là. Voilà alpha. Donc c'est cosinus alpha porté par EZ. Donc si on fait la projection, c'est le cosinus porté par EZ plus le sinus alpha porté par EX. Donc il est dans le sens positif des X et des Z. Alors que EB, il est dans le sens positif des Z et négatif des X. Donc on aura cet angle-là, donc c'est alpha, donc c'est le cosinus alpha porté par EZ moins le sinus alpha porté par EX. Avec le cosinus alpha, donc c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est cette distance-là, c'est OM sur BM. OM c'est Z sur BM qui est déjà donné, c'est la racine carrée de A carré sur Z au carré. Donc si on remplace dans la relation de champ électrostatique, donc on aura que, donc on va factoriser par que sur 4 pi epsilon 0, donc on aura 1 sur M AM au carré avec conservation de la partie qui est non nulle, c'est celle qui est portée par EZ, alors que celle de OX elle est nulle. Donc cosinus alpha, donc la projection de OA et de EB, donc c'est cette partie-là annule celle-là. Donc on aura cosinus alpha porté par EZ plus 1 sur BM au carré cosinus alpha porté par EZ moins 2 sur OM au carré porté par EZ. Donc puisque AM est égal à BM, donc on aura ces deux quantités égales. Donc on aura 2 sur AM au carré cosinus alpha moins 2 sur OM au carré porté tout par EZ. Donc on aura 2 sur 4 pi epsilon 0, donc on aura que sur 2 pi epsilon 0, on va simplifier par 2. Si on remplace AM carré, c'est A carré plus Z carré. Cosinus alpha, c'est Z sur la racine carrée de A carré plus Z carré. Donc est égal à Z sur A carré plus Z carré, c'est la racine de A carré plus Z carré au carré fois la racine carrée de A carré plus Z carré. Donc c'est la racine carrée de A carré plus Z carré à la puissance 3. Donc moins 1 sur OM au carré, c'est moins 1 sur Z au carré. Donc on trouve que le champ électrostatique E est égal à que sur 2 epsilon 0 Z sur la racine
carré de a carré plus z carré à la puissance 3 moins 1 sur z au carré, le tout porté par le vecteur unitaire suivant z, ez. Deuxième question. Détermine le champ électrostatique sur le point M' qui est entre 0 avec M ayant un abscisse X entre 0 et A. Donc il est strictement supérieur à 0, inférieur strictement à A. Donc entre O et B. Donc le champ électrostatique créé par cette distribution de charge, puisqu'il a l'axe OX comme un axe de symétrie, il doit être créé par EX. Donc on a le champ électrostatique créé par cette charge-là, la charge Q au point A, elle va créer un champ électrostatique divergent au point M', qui va dans ce sens-là. Alors que c'est moins 2Q, elle va créer un champ convergent, qui va dans le sens opposé. La charge Q va créer un champ électrostatique qui est divergent, donc elle va dans le sens opposé des x positifs, donc dans le sens des x négatifs. Donc voilà le champ E créé par la charge A, le champ E créé par la charge en haut, et de même le champ électrostatique créé par la charge en B, donc EB. Donc on a la résultante de champ électrostatique sera égale à la somme, donc EA plus EB plus EO au point créé au point M'. Donc c'est on fait un calcul direct, donc on applique la relation directe, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge Q sur la distance qui sépare Q et M', c'est AM' au carré, porté par le vecteur unitaire EX, puisqu'il est dans le sens positif. Alors, pour le champ électrostatique créé par B, il est divergent de B, donc elle va dans le sens opposé des X positifs. Donc, c'est 1 sur 4, moins 1 sur 4 pi epsilon 0. La charge Q sur la distance qui les sépare, c'est Bm' au carré porté par EX. De même, celui créé par la charge moins de Q, il est convergent, donc il est dans le sens opposé des X positifs. Donc c'est moins 1 sur 4 pi epsilon 0, la charge c'est de Q sur OM' au carré, porté par EX. Donc on a OM' est égal à X. AM', donc puisque OM' est égal à X, cette distance-là, AM' est égal à AO plus OM, donc cette distance c'est A, plus cette distance qui est égale à X. Donc on aura AM' c'est A plus X. BM', cette distance-là, c'est, on a la distance BO, c'est A. Et OM' c'est X, donc cette distance-là, c'est A moins X. Donc si on remplace dans la relation de champ électrostatique, donc on factorise par Q sur 4 pi epsilon 0, donc c'est 1 sur AM' au carré, moins 1 sur BM' au carré, moins 2 sur OM' au carré, le tout porté par EX. Donc on remplace ces distances-là, donc AM' c'est A plus X au carré, BM' c'est A moins X, donc 1 sur A moins X au carré, et OM' c'est X, donc moins 2 sur X au carré. Donc si on fait le calcul,
Donc, on normalise le dénominateur. Donc, on a le dénominateur qui est normalisé x au carré. Le produit de a plus x au carré fois a moins x au carré sera égal à a au carré moins x au carré, le tout au carré. Donc, on va multiplier ici par x carré fois a moins x au carré. Cette partie-là va être multipliée par x au carré fois a plus x au carré. Et celle-là, c'est par le produit de a au carré moins x au carré. Donc, après un calcul, on trouve que le champ électrostatique sera égal à moins Q sur 2π epsilon 0 fois 2ax à la puissance 3 plus 2 facteur a au carré moins x au carré à la puissance 2 sur le dénominateur déjà calculé. Le tout porté par EX. Question, toujours dans la même question, mais on va calculer le champ électrostatique au point M' avec son abscisse X, elle est strictement supérieure à A. Donc, elle est dans la droite de B. Donc, toujours l'axe OX est un axe de symétrie, donc le champ électrostatique appartient à cet axe-là. Donc, le champ au point M seconde sera porté par EX. Donc, le champ électrostatique créé par la charge Q, cette charge-là, donc, sera divergent, donc dans le sens positif des X. Voilà, EA, créé par la charge Q au point M seconde. La charge moins de Q, elle sera toujours convergente, donc dans le sens négatif des X, donc EO. Et le champ créé par la charge Q qui est au point B, donc ce point-là sera toujours comme s'il en A. Donc il sera convergent, donc EB. Donc EA et EB sont dans le même sens, dans le sens positif des X, et EO, elle est dans le sens négatif. Donc on a E est égal à EA plus EB plus EO. On remplace par la relation des X, 1 sur 4π epsilon 0, la charge Q, sur AM seconde au carré, porté par EX. Donc plus, non, pas moins, c'est plus 1 sur 4π epsilon 0, la charge Q sur BM seconde au carré, moins 1 sur 4π epsilon 0, 2 fois la charge Q sur OM seconde au carré. Donc on a OM seconde, donc OM seconde c'est X, AM seconde sera égal à cette distance-là plus X, donc c'est A plus X, BM seconde, cette distance BM seconde, on a la distance OM seconde c'est X, et OB c'est A, donc BM seconde sera X moins A. Si on remplace, donc on aura, si on factorise par Q sur 4π epsilon 0, 1 sur M seconde au carré, plus 1 sur BM seconde au carré, moins 2 sur OM seconde au carré. Donc on aura Q sur 4π epsilon 0, 1 sur A plus X, la puissance 2, donc AM seconde c'est A plus X, BM seconde c'est X moins A, 1 sur X moins A au carré, et OM seconde c'est X, donc moins 2 sur X au carré. Donc, de même pour la même chose pour, comme déjà fait dans la question précédente, donc x carré facteur de x au carré. Donc, on normalise ce dénominateur-là, donc on aura le produit de x carré fois a plus x au carré fois x moins a au carré. Donc, c'est a moins x à la puissance 2, donc a au carré moins x au carré à la puissance 2. Donc après
un calcul, on aura moins Q sur 2 pi epsilon 0, facteur de a carré fois x carré moins a au carré à la puissance 2, fois le même dénominateur porté tous par ex. Question 3. Quelle sera la valeur de champ électrostatique au point O? Donc au point O, à ce point-là. Donc à ce point-là O, on doit calculer le champ électrostatique créé par ces trois charges. Donc on a le champ électrostatique créé par la charge Q sera dans ce sens, elle est divergent. Celui créé par cette charge en B sera de même, puisqu'elles sont symétriques. Elles auront la même norme avec sens opposé, alors que cette charge-là, moins de Q, n'est pas définie. Donc on aura cette composante-là, un nul, celle-là, donc il doit être nul. Ou on peut parler des plans, des axes de symétrie plutôt dans ce cas-là, puisqu'on est dans le plan. Donc on a l'axe OZ est un axe de symétrie. De même, cet axe-là est un axe OX est un axe de symétrie. Donc le champ électrostatique E résultant des deux charges au point O, donc il appartient à OZ, et de même E au point O appartient à OX, puisqu'il appartient à ces deux-là, et l'intersection de ces deux axes-là, c'est le point O. Donc, l'intersection de ces deux axes, c'est un point. Au sens vectoriel, le point, c'est le vecteur nul. Donc, le champ électrostatique est un vecteur nul. Donc, il est égal à 0. Donc, puisqu'il appartient à deux axes de symétrie et leur intersection est un point, le point au sens vectoriel est vecteur nul. Donc, le champ électrostatique créé par les charges au point O est nul. Exercice 3. 4 résistances sont connectées comme le montre la figure. Trouvez la résistance équivalente entre le point A et le point C. Donc on a R1 et R2 sont en parallèle, R4 et R3 en série avec l'assemblage de R1 et R2. Donc on commence par les deux résistances R3 et R4, elles sont montées en série puisqu'elles sont parcourues par le même courant. Donc R3 est en série avec R4 et les résistances qui sont montées en série, leur résistance équivalente est égale à leur somme. C'est l'inverse de cas des condensateurs. Donc dans le cas des résistances, celles qui sont en série, on fait leur somme pour le cas de la résistance équivalente, alors que l'inverse pour le cas des condensateurs. Donc la résistance équivalente R3-4 est égale à R3 plus R4 est égal à 8 ohms plus 4 ohms est égal à 12 ohms. On passe aux résistances R1 et R2 qui sont montées en parallèle. Donc, puisqu'ils sont en parallèle, leur résistance équivalente, l'inverse de leur résistance équivalente, est égale à la somme des inverses des deux résistances, des deux résistances R1 et R2. Donc, si on suppose que R1, 2 est la résistance équivalente, alors son inverse est égal à l'inverse de R1 plus l'inverse de R2. Donc, si on remplace, on a R1 c'est 6 ohms, donc 1 sur 6, plus R2 c'est 3, donc 1 sur 3, donc leur somme est égale à 1 sur 1 demi. Donc R12, si on fait l'inverse, puisque 1 sur R12 est égal à 1 demi, donc R12 est égal à 2 ohms. Donc on trouve le schéma en B, avec cette résistance R3-4 ayant 12 ohms et la résistance équivalente de R3 R4 en série, et
la résistance ayant 2 ohms, c'est R1, 2, c'est la résistance équivalente de R1, R2 en parallèle. Donc on a la résistance R1, 2 est en série avec R1, 2 est en série avec R3, 4. Donc leur résistance équivalente qui est montrée au schéma C, c'est la somme des deux. Donc R1, 2 plus R3, 4 est égal à 14 ohms. Donc c'est 12 plus 2, c'est 14 ohms. Question 2. Quel est le courant dans chaque résistance et une différence de potentiel de 42 volts est maintenue entre A et C. Donc on a appliqué une différence de potentiel entre A et C équivalente à E ayant 42 volts. Donc cette tension-là entre les bornes de A et C, donc aux bornes de la résistance équivalente. Donc cette tension-là, elle est appliquée entre ces deux bornes, donc aux bornes de la résistance équivalente. C'est la même chose. Donc on veut calculer les courants. Donc on doit calculer I est 1, I est 2. Donc tout d'abord, on va calculer I en utilisant la résistance équivalente. Donc cette différence de potentiel E, et il est appliqué aux bornes de la résistance équivalente, et on a E est égal à 42 volts, et déjà R équivalent est calculé c'est 14 ohms, donc on peut calculer en appliquant la loi d'Ohm la résistance, ou plutôt le courant équivalent. Donc I sera égal à E sur R équivalente. Donc c'est I sera égal à la différence de potentiel E sur la résistance équivalente. Donc sera égal à 42 volts sur 14 ohms. Donc on n'a pas déterminé la valeur C. Donc voilà, la valeur c'est 42 sur 14. Donc ça donne 3, presque 3 je pense. Donc c'est 3 ampères. Donc 3 ampères. Donc les résistances R1 et R2 sont montées en parallèle. Alors leur différence de potentiel à leur borne, EBC, sera la même, puisqu'elles sont montées en parallèle. Donc on aura EBC sera égal à E1 aux bornes de la résistance R1, égal à E2 aux bornes de R2. Donc si on applique la loi d'Ohm, donc E1 est égal à R1 fois I1, donc c'est R1 fois le courant qu'elle a traversé I1, R1 et 1. E2 de même sera égal à R2 fois le courant qu'elle a traversé I2. Donc on aura I2 sera égal à R1 sur R2 fois I1. Donc on sait la valeur de R1 et R2. Donc R1, voilà R1 c'est 6, donc 6. Donc R1 c'est 6 ohms, sur R2 c'est 3 ohms, donc 6 sur 2 c'est R2, C2, I1. Donc on applique la loi des nœuds à ce point-là. Donc à ce point-là, on applique la loi des nœuds. Donc on aura I est égal à I1 plus I et 2. Donc I est égal à I1 plus I et 2. On remplace I2 qui est égal à 2I1. Donc I1 plus 2I1 sera égal à 3I1. Donc on aura I1 est égal à 1 tiers de I est égal à 1 ampère. Si on remplace dans ce cas-là, donc on aura I2 est égal à 2I1. 2 fois 1 c'est 2 ampères.
Donc, comme dernier contrôle de nos résultats, on va contrôler si ces résultats sont vrais ou faux. Donc, on a EBC est égal à partir de la loi d'Ohm, c'est R1 fois I1 est égal à 6, R1 c'est 6, fois le courant qu'elle traverse I1 c'est 1 ampère, donc c'est 6 fois 1 c'est 6 volts. Et on a EAB, donc elle est au borne de la résistance R3 en série avec R4, donc au borne de R3,4 qui est déjà calculé. Cette résistance équivalente c'est 8 plus 4 c'est 12 ohms fois I. Donc le courant qui les traverse c'est I, donc 3 ampères. C'est 36 volts. Donc on applique la loi des mailles, E est égal à EBC plus EAB. Donc c'est E est égal à E entre A et C, c'est E, est égal à EAB plus EBC, donc c'est 36 plus 6, c'est 42 volts qui est déjà donné. Donc nos résultats sont vrais. On passe à l'exercice 4. Trois résistances sont connectées comme le montre la figure, une différence potentielle de 18 volts. Donc 18 volts. Et maintenant entre A et B. Donc entre le point A et le point B. Donc calculer la résistance équivalente de circuit. Donc la résistance équivalente de tous les circuits. Donc on a trois résistances qui sont montées en parallèle, puisqu'à leur borne il est appliqué une seule tension qui est équivalente à E. Donc R1 et R2, R3 sont en parallèle. Donc elles ont la même différence potentielle de leur borne et des courants qui sont différents. Donc puisqu'ils sont en parallèle, donc 1 sur la résistance équivalente à ce montage-là sera égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc 1 sur 3 plus 1 sur 6 plus 1 sur 9. Donc R1 est égal à 3, R2 est égal à 6, R3 est égal à 9. Donc c'est 11 sur 18 ohms. Donc la résistance équivalente c'est 18 sur 11, c'est 1,64 ohms. Question 2, calcule le courant I traversant le circuit. Donc puisqu'il traverse les résistances qui sont montées en parallèle, donc il traverse la résistance équivalente. Donc si on applique la loi d'Ohm, puisque au borne de la résistance équivalente est appliquée une différence de potentiel E qui est égale à 18 volts, est traversée par un courant I. Donc on sait la résistance équivalente, on sait E, donc on peut calculer le courant I. Donc I sera égal à E sur R équivalent, c'est 18 sur 1,64, c'est 11 ohms. Question 3, trouver le courant dans chaque résistance. Donc on doit calculer I1, I2, I et 3. Donc on sait la différence de potentiel au borne de chaque résistance, c'est E, 18 volts. On sait les résistances, donc on peut calculer les courants directement. Donc I1 sera égal à E sur R1. La différence de potentiel au borne de cette résistance, c'est la même que si elle appliquée au borne de la résistance équivalente. C'est 18 volts sur R1, c'est 3, donc on aura C ampères. Et de même est égal à E sur R2, c'est 18 sur 6, c'est égal à 3 ampères. Et E3, donc E3 est égal à E sur R3, est égal à 18 sur 9, est égal à 2 ampères. Question 4. Calcule la puissance délivrée à chaque résistance et la puissance totale délivrée à la combinaison des résistances. Donc on sait que à partir de la relation de la puissance dissipée par effet joule par une résistance qui est égale à R fois le courant qu'elle traverse au carré. Donc pour chaque résistance, donc pour R1, donc P1 est égal à R1 I1 au carré, donc elle traverse un courant I et 1. Donc on trouve c'est 3 fois 6 à la puissance de 108 watts. R2
P2 c'est R2 fois I2 au carré, donc 6 fois 3 au carré, donc le courant I2 c'est 3, donc c'est 54 watts. R3 est traversé par un courant de 2 ampères, donc R3 c'est 9, donc 9 fois 2 à la puissance 2 c'est 36 watts. Donc ces résultats ils montrent que la petite résistance, qui est de l'ordre de 3 ohms, reçoit le plus de puissance. Donc la puissance totale qui est reçue par le montage en parallèle de ces trois résistances, c'est la somme des puissances P1 plus P2 plus P3. Donc si on fait la somme, c'est 198. Donc on peut la calculer directement à partir de la question 1 en considérant la résistance équivalente. Donc la puissance est égale à la résistance équivalente fois le courant au carré. Donc on peut la calculer à partir de cette relation. Si on considère à partir de 1, donc on va la calculer à partir de E et R équivalente. Donc I sera égal à E sur R équivalente. Donc on aura E carré sur R équivalente au carré. Donc on va simplifier par R équivalente. Donc on trouve la tension au carré sur la résistance équivalente, c'est 198 watts. Donc à partir de celle-là, donc c'est la même chose. Question 5. Si le circuit était comme indiqué sur la figure B, au lieu de comme indiqué sur la figure en A, donc en B, au lieu de celui-là, comment cela affectera le calcul? Donc, est-ce qu'elle va affecter le calcul des courants et de la résistance équivalente? Donc, si on part de A jusqu'à B, donc c'est le même schéma. Donc, il n'y a pas de différence, puisque entre A et B, il y a application d'une différence de potentiel E. Donc, c'est la même différence de potentiel qui est appliquée entre A et B. Donc, il n'y a pas de changement de sens. Donc, c'est le même sens. Donc la résistance R1, soit si elle est à cet endroit-là ou à cet endroit-là ou à cet endroit, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Donc toujours elle est en parallèle avec R2, R3, comme indiqué dans la deuxième figure. Donc elle est parallèle R1, parallèle avec R2 et parallèle avec R3 et l'emplacement de la différence de potentiel reste la même. Donc il n'y a pas changement dans les calculs de 1 et 2 jusqu'à 4. Donc, elles restent les mêmes.